Je me souviens encore de la sensation glaciale de cette tasse en céramique qui a glissé de mes doigts tremblants, se brisant sur le carrelage de la cuisine, tout comme ma confiance s'était brisée des mois auparavant. Le son aigu a résonné dans le silence de notre appartement de Montreuil, plus fort que n'importe quelle parole cruelle que Robert m'ait jamais dite. Cette tasse brisée contenait plus de vérité que 37 années de mariage. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier. Je vous demande simplement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Éléonore, et à 72 ans, je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour. Je pensais que le sacrifice signifiait la dévotion. Je pensais que donner tout de moi-même revenait à être apprécié. Je me trompais sur tant de choses. Mais ce matin-là, quand j'ai trouvé la boîte de tisane avec le mot de Robert, j'ai commencé à comprendre la différence entre l'amour et la manipulation. La matinée a commencé comme toutes les autres dans notre petit appartement surplombant les rues animées de Montreuil. Je pouvais entendre le grondement de la ligne 9 du métro au loin, le même son qui me servait de réveil depuis des décennies. Robert était déjà parti pour son travail à temps partiel au magasin de bricolage. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y travaillait depuis sa retraite anticipée de la Poste, bien que ses heures de travail semblaient diminuer chaque mois, tandis que ses exigences envers moi augmentaient. J'ai marché jusqu'à la cuisine dans mes pantoufles usées, celles avec des trous que je me promettais de remplacer, mais pour lesquelles je ne semblais jamais avoir assez d'argent. C'est là que je l'ai vu. Une petite boîte blanche posée sur notre comptoir en formica rayé, nouée avec un ruban bleu qui avait connu des jours meilleurs. À côté, un mot de l'écriture familière de Robert, « Tu en auras besoin, seul ». Mon cœur a eu ce drôle de petit soubresaut qu'il avait autrefois quand nous sortions ensemble. Peut-être, pensais-je, peut-être était-ce sa façon de s'excuser pour les mots durs de la veille. Peut-être avait-il enfin remarqué à quel point j'avais maigri à cause du stress, comment mes mains tremblaient lorsque je comptais les quelques euros restants sur notre compte joint, qu'il semblait toujours vider plus vite que je ne pouvais le réapprovisionner. J'ai dénoué le ruban avec le soin de quelqu'un qui avait appris à savourer les petits gestes, qui s'était entraîné à trouver un sens dans les miettes, parce que le festin avait été retiré depuis longtemps. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie, se trouvait une boîte de tisane à la camomille. Une tisane chère. Le genre que j'avais l'habitude de m'acheter avant que chaque centime ne devienne une décision familiale, avant que mes propres besoins ne deviennent des luxes que je ne pouvais plus me permettre. L'ironie ne m'a pas échappé. La camomille pour la relaxation, pour la paix, pour le sommeil. Toutes les choses qui m'avaient abandonnée quand le comportement de Robert a commencé à changer. Toutes les choses dont j'avais désespérément besoin mais que j'étais trop fatiguée pour demander, trop épuisée pour exiger. Mais ce mot, « Tu en auras besoin, seul ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce sa façon de me dire qu'il partait? Était-ce une préparation pour quelque chose que je n'étais pas prête à affronter? Mon esprit a tourbillonné à travers les possibilités, chacune plus effrayante que la précédente. Vous voyez, être seule n'était plus quelque chose que je savais faire. J'avais passé tant d'années à être tout pour tout le monde que j'avais oublié qui était Éléonore quand personne ne regardait. J'étais la femme de Robert, oui, mais plus que ça, j'étais sa gardienne, sa conseillère financière, son soutien émotionnel, sa mère quand il avait besoin de réconfort et son souffre-douleur quand il avait besoin de quelqu'un à blâmer. J'étais aussi la gardienne de son père, Marcel, qui vivait dans une résidence pour personnes âgées à Fontenay-sous-Bois, qui coûtait plus cher que notre loyer. Un homme fier de 87 ans qui avait élevé Robert avec la même indisponibilité émotionnelle que Robert avait perfectionnée et retournée contre moi. Mais Marcel n'avait jamais été cruel, juste distant. Et dernièrement, alors que sa mémoire commençait à s'effacer, il était devenu presque enfantin dans sa douceur. Le poids de m'occuper des deux hommes, de gérer leurs besoins alors que les miens disparaissaient, m'avait écrasé lentement. Comme être enterré sous des couches d'obligation jusqu'à ce que je puisse à peine me souvenir de la sensation du soleil sur mon visage. Debout dans cette cuisine, tenant cette boîte de tisane, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de l'espoir exactement, mais une sorte de curiosité lasse.
Qu'est-ce que ça ferait de boire une tisane seule? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir quelque chose juste pour moi, même si cela venait avec le message déroutant de Robert? Mais d'abord, je devais rendre visite à Marcel. C'était mardi, et les mardis étaient notre journée depuis 3 ans. Robert venait avec moi avant, mais dernièrement, il avait toujours une excuse. Trop fatigué, trop occupé, trop quelque chose. Le fardeau de tenir compagnie à son père, de supporter les histoires répétitives et de gérer les factures médicales, m'était entièrement retombé dessus. La résidence pour personnes âgées sentait le désinfectant industriel et les légumes trop cuits. C'était propre mais stérile, joyeux de la manière dont les institutions essaient d'être joyeuses, mais n'y parviennent jamais tout à fait. Marcel était à sa place habituelle près de la fenêtre, regardant le parking comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un d'important arrive à tout moment. « Éléonore, ma chère » dit-il en me voyant, son visage s'illuminant d'une manière que celui de Robert ne faisait plus. « Tu as l'air fatiguée. Est-ce que tu prends soin de toi ?» C'était une question si simple, mais elle m'a frappée comme un coup physique. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait demandé comment j'allais? Quand était-ce la dernière fois que Robert avait remarqué si j'avais l'air fatiguée, stressée ou triste? Je ne pouvais pas m'en souvenir. « J'ai apporté quelque chose », dis-je en sortant la boîte de tisane de mon sac. Robert me l'a offerte, mais j'ai pensé qu'on pourrait peut-être partager une tasse. Les yeux de Marcel s'illuminèrent. Il avait toujours été un buveur de tisane, une habitude de sa jeunesse où le café était trop cher, et la tisane un luxe que sa mère autorisait lors d'occasions spéciales. Nous sommes allés à la petite kitchenette de sa chambre, et j'ai préparé 2 tasses, ajoutant du miel comme il l'aimait. Je lui ai tendu la première tasse, et je l'ai regardé prendre une petite gorgée appréciative. Son visage a changé immédiatement. La couleur a quitté ses joues, et sa main a commencé à trembler. Il a posé la tasse si fort que la tisane a débordé. « Éléonore, » dit-il, sa voix soudainement vive et claire d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des mois. Quelque chose ne va pas avec cette tisane. Vraiment pas. Il se leva brusquement, se serrant la poitrine, sa respiration devenant rapide et superficielle. « J'ai besoin d'aide, » dit-il. « Appelle quelqu'un. » Maintenant. J'ai regardé, choqué, ce vieil homme doux, qui se déplaçait habituellement lentement et parlait doucement, saisir lui-même le téléphone et composer le 15 avec des doigts tremblants mais déterminés. « J'ai besoin d'une ambulance, » dit-il à l'opérateur. « J'ai été empoisonné. Envoyez de l'aide à la résidence Les Glycines à Fontenay-sous-Bois. » Empoisonné. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée, remplissant la petite pièce d'implication que je ne pouvais pas traiter. La tisane que Robert m'avait donnée. La tisane avec le mot disant que j'en aurais besoin seul. La tisane qui avait poussé Marcel, quelques secondes après l'avoir goûtée, à appeler les secours. Les ambulanciers du SAMU sont arrivés en quelques minutes, leur efficacité à la fois rassurante et terrifiante. Ils ont vérifié les signes vitaux de Marcel, posé des questions sur ce qu'il avait consommé et recueilli soigneusement le reste de la tisane dans la tasse comme pièce à conviction. Une pièce à conviction. Comme si c'était une scène de crime. Comme si le cadeau de mon mari était quelque chose qui nécessitait une enquête. « Madame », m'a dit l'un des ambulanciers alors qu'il se préparait à transporter Marcel à l'hôpital. « Savez-vous de quel type de tisane il s'agit? L'avez-vous préparé vous-même » Je lui ai montré la boîte, expliqué le cadeau de Robert, le mot. J'ai vu son expression changer pendant qu'il examinait l'emballage. Je l'ai vu échanger des regards avec son partenaire. Ils ont tout mis sous scellé avec soin, traitant le cadeau de mon mari comme une pièce à conviction dans une affaire que je ne comprenais pas, mais dont je faisais apparemment partie. L'hôpital était un flou de salles d'attente et de lumières fluorescentes, de médecins posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, et de tests qui semblaient durer une éternité. Marcel était stable, m'ont-ils dit, mais ils voulaient le garder en observation. Ils devraient faire plus de tests pour déterminer exactement ce qui avait causé sa réaction. Je me suis assise sur cette chaise en plastique inconfortable, entourée des bruits des urgences, et j'ai essayé de donner un sens à ce qui s'était passé. Robert m'avait donné une tisane avec un mot me disant que j'en aurais besoin seul. Je l'avais partagé avec son père à la place. Son père avait pris une gorgée et appelé une ambulance. Les implications étaient trop terribles pour être pleinement comprises,
Mais elles tournaient dans mon esprit comme des vautours, attendant que je reconnaisse ce que j'avais trop peur d'admettre. Si j'avais suivi les instructions de Robert, si j'avais bu cette tisane seule dans ma cuisine, serais-je celle qui serait dans le lit d'hôpital? Y aurait-il eu quelqu'un pour appeler à l'aide? Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone pour appeler Robert. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix désinvolte, presque joyeuse. « Salut ma chérie, comment va papa aujourd'hui ?»« Robert, dis-je, ma voix me semblant étrange et lointaine. Ton père est à l'hôpital. » Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, prudemment, avec précaution, il a demandé « Que s'est-il passé ?» « Il a bu un peu de cette tisane que tu m'as donnée, celle avec le mot. Il a eu une réaction et a appelé lui-même une ambulance. » Une autre longue pause. Quand Robert a de nouveau parlé, sa voix avait complètement changé. Fini le ton désinvolte, remplacé par quelque chose de vif et de froid. Il est vieux, Éléonore. Les personnes âgées ont des réactions à certaines choses. Ce n'est probablement rien. Les ambulanciers ont pris la tisane comme pièce à conviction, Robert. Ils font des tests. Pièce à conviction de quoi? C'est juste de la tisane. Tu réagis de manière excessive, comme toujours. Mais je ne réagissais plus de manière excessive. Peut-être que pour la première fois en des décennies, je réagissais juste assez. Je vais rester ici jusqu'à ce que les médecins m'en disent plus. Ne sois pas ridicule. Rentre à la maison. On s'occupera de ça demain. Non. Le mot est sorti plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je reste. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie coupable de lui désobéir. J'ai ressenti quelque chose de complètement différent. Je me sentais éveillée. Les quelques heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard de consultations médicales et une certitude croissante sur des choses que je n'avais cessé de nier depuis des mois. Les médecins ont confirmé que Marcel avait ingéré quelque chose qui aurait pu être dangereux, surtout pour quelqu'un de son âge avec ses conditions médicales. Ils ne pouvaient pas encore me dire exactement quoi, mais ils m'ont assuré que sa vivacité d'esprit en appelant à l'aide avait probablement empêché une situation beaucoup plus grave. Assise à côté du lit d'hôpital de Marcel, le regardant dormir paisiblement maintenant qu'il était stable, j'ai commencé à comprendre la profondeur de ce qui avait failli se produire. Cet homme bon, qui n'avait jamais été autre chose que doux avec moi malgré la cruauté de son fils, m'avait involontairement sauvé la vie en buvant une tisane qui m'était destinée. Une tisane qui venait avec des instructions pour la boire seule. Les pièces de mon mariage, de ma vie, ont commencé à se réarranger dans mon esprit comme les fragments d'un puzzle que je ne savais pas que j'étais en train de résoudre. La froideur croissante de Robert, son contrôle sur nos finances, son isolement de mes amis et de ma famille, sa colère quand je remettais quoi que ce soit en question, son mépris pour mes soucis de santé, mes besoins émotionnels, mon humanité fondamentale. Et maintenant ça. Un cadeau qui n'en était pas un. Mon téléphone a vibré avec un texto de Robert. « Arrête d'être dramatique. C'est juste de la tisane. Rentre à la maison. » Mais je n'allais pas rentrer à la maison. Pas encore. Peut-être plus jamais. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais un choix à faire qui était entièrement le mien, et j'allais prendre le temps de bien le faire. J'ai passé la nuit sur cette chaise d'hôpital inconfortable, mais j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Quand je me suis réveillée, Marcel était réveillé aussi, me regardant avec des yeux clairs et inquiets. « Éléonore, dit-il doucement, je dois te dire quelque chose sur mon fils. » Ces mots ont tout changé, parce que dans cette chambre d'hôpital, avec la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres institutionnelles, Marcel a commencé à me dire des vérités sur Robert que j'avais été trop loyale, trop pleine d'espoir, trop effrayée pour voir. Il m'a parlé de l'enfance de Robert, de schémas de comportement qui remontaient à des décennies, de la façon dont Robert avait traité sa mère avant sa mort, contrôlant ses finances et l'isolant de ses amis, d'incidents dont Marcel avait été témoin mais qu'il avait été trop faible, trop dépendant des soins de Robert, pour aborder. « Je m'inquiète pour toi depuis longtemps, » dit Marcel, sa voix stable et claire d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des mois. « Mais je ne savais pas comment aider sans empirer les choses pour toi. Pourquoi me dis-tu ça maintenant?
demandai-je. Parce que cette tisane aurait pu te tuer, Éléonore, et je ne pense pas que cela aurait été un accident. La vérité m'a frappée comme de l'eau froide. Tout ce que j'avais essayé d'expliquer, de pardonner, de comprendre, prenait soudain un sens horrible. Robert n'était pas devenu plus cruel avec le temps. Il était en pleine escalade, et j'avais été si occupée à essayer de sauver notre mariage, si terrifiée d'être seule, que j'avais failli le laisser me détruire. Mais Marcel n'avait pas fini. Il a cherché dans sa table de chevet et a sorti un petit carnet, le genre qu'il utilisait pour suivre ses médicaments. « J'ai écrit des choses », dit-il. « Quand ma mémoire a commencé à se dégrader, j'ai eu peur d'oublier des choses importantes. Alors, j'ai écrit tout ce dont je pouvais me souvenir. Il m'a tendu le carnet, et les mains tremblantes, je l'ai ouvert pour voir des pages et des pages de l'écriture soignée de Marcel. Des dates, des incidents, des conversations qu'il avait surprises entre Robert et ses amis, des plans impliquant mon assurance-vie, des discussions sur ma nature maladroite, des commentaires sur combien la vie de Robert serait plus facile s'il n'avait pas à s'occuper d'une femme vieillissante et exigeante. Le carnet dépeignait une préméditation qui me glaça le sang. Ce n'était pas un mariage qui avait mal tourné. C'était quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus calculé. Et j'avais vécu dedans, dormi à côté, lui faisant confiance avec ma vie chaque jour. « Qu'est-ce que je fais ?» murmurai-je, le poids de la vérité presque trop lourd à porter. « Tu te sauves », dit simplement Marcel. « De la même manière que tu m'as sauvée hier en me donnant cette tisane au lieu de la boire toi-même. Tu te sauves, Éléonore, parce que personne d'autre ne le peut. » Quand j'ai quitté l'hôpital cet après-midi-là, Marcel était stable et devait sortir le lendemain. Les médecins avaient confirmé que ce qu'il avait ingéré était en effet dangereux et la police avait été prévenue. Il y aurait une enquête. Il y aurait des questions. Il y aurait des conséquences. Mais d'abord, il y aurait une confrontation. Je suis retournée à notre appartement de Montreuil avec le carnet de Marcel bien rangé dans mon sac à main et une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les bruits familiers du quartier, le métro qui grondait, les commerçants qui interpellaient les habitués, les enfants qui jouaient dans la cour, semblaient à la fois exactement les mêmes et complètement différents. J'étais la même Éléonore qui était partie ce matin-là, mais j'étais aussi quelqu'un de tout à fait nouveau, quelqu'un qui connaissait la vérité, quelqu'un qui avait des choix. Robert m'attendait dans le salon, son visage un masque soigneux d'inquiétude et d'irritation. « Enfin », dit-il quand je suis entrée. Je commençais à m'inquiéter. « Comment va le vieil homme ?»« Il va s'en sortir », dis-je prudemment. Les médecins veulent faire d'autres tests pour savoir exactement ce qui l'a rendu malade. Probablement quelque chose qu'il a mangé dans cet endroit. Tu sais comment sont ces résidences. Soyons juste reconnaissants que ce ne soit pas grave. J'ai étudié le visage de mon mari pendant qu'il parlait, cherchant des signes de l'homme que j'avais autrefois aimé, en qui j'avais eu confiance, à qui j'avais promis de passer ma vie. Mais tout ce que je pouvais voir maintenant, c'était le calcul minutieux derrière ses yeux, la façon dont il mesurait mes réactions, jaugeait ce que je savais. « Robert, » dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais, « nous devons parler. » Quelque chose a vacillé dans son expression. « De quoi ?» ?»« De la tisane. »« Du mot. De ce que tu pensais qui arriverait quand je la boirais. » Le masque est tombé alors, juste un instant, mais je l'ai vu. J'ai vu l'éclair de colère, de peur, de quelque chose de froid et de calculateur qui s'était caché derrière son visage depuis qui sait combien de temps. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il. « C'était juste de la tisane, Éléonore. Tu es encore paranoïaque. » Encore paranoïaque. Combien de fois avait-il utilisé ce mot pour rejeter mes inquiétudes, pour me faire douter de mes propres perceptions, pour me convaincre que le problème était mon instabilité émotionnelle plutôt que son comportement? Combien d'années avais-je accepté cette étiquette, l'avais-je intériorisée, utilisée pour faire taire mes propres instincts? Je ne suis pas paranoïaque, dis-je. Je suis prudente. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis prudente. Prudente de quoi? De ton propre mari? Éléonore, tu dis n'importe quoi. Mais je ne disais plus n'importe quoi. Je disais la vérité. Et la vérité était que j'avais vécu avec quelqu'un qui avait systématiquement détruit mon sens de la réalité,
ma sécurité financière, mon bien-être émotionnel, et finalement, ma vie elle-même. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti le carnet de Marcel. Les yeux de Robert se sont immédiatement fixés dessus, et j'y ai vu de la reconnaissance. De la peur. « Ton père a pris des notes, » dis-je, sur des conversations qui l'a surprise, sur des plans que tu as faits, sur des choses que tu as dites sur moi quand tu pensais que personne n'écoutait. Le changement chez Robert fut immédiat et complet. Le prétexte d'inquiétude a disparu, remplacé par quelque chose de laid et de familier. C'était l'homme avec qui j'avais vécu tout ce temps, celui qui se révélait quand il se croyait en sécurité, quand il pensait que j'étais trop brisée pour riposter. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, » dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Et ce vieil homme sénile non plus. Donne-moi ce carnet. » Non. C'était un mot si simple, mais il semblait révolutionnaire. J'avais dit non à mon mari, et le monde ne s'était pas arrêté. J'étais toujours debout. Je respirais toujours. J'étais toujours moi. Éléonore. Sa voix avait pris le ton que je savais annonciateur de problèmes, celui qui m'avait entraîné à reculer, à m'excuser, à trouver un moyen de faire la paix. « Donne-moi le carnet. Maintenant. »« Non, » dis-je à nouveau, et cette fois je souris en le disant. « Je ne crois pas, non. » Ce qui a suivi fut la conversation la plus laide de notre mariage, et considérant ce que notre mariage était devenu, ce n'était pas peu dire. Robert a menacé, supplié, manipulé et ragé. Il m'a dit que j'imaginais des choses, que j'étais mentalement instable, que personne ne me croirait même si ce que je pensais être vrai l'était réellement. Il m'a rappelé que je n'avais nulle part où aller, pas d'argent à moi, pas d'amis qui m'accueilleraient. Il avait raison sur la plupart de ces points. Au fil des ans, il m'avait systématiquement isolé de mes réseaux de soutien, contrôlé nos finances si étroitement que je n'avais aucune ressource indépendante, et m'avait convaincu que j'étais si abîmée et difficile que personne d'autre ne voudrait de moi. Mais il se trompait sur une chose. J'avais un endroit où aller. Madame Dubois, la voisine, m'a proposé de rester chez elle si jamais j'en avais besoin, dis-je. Le visage de Robert se tordit de rage. Cette vieille fouine? Elle ne te connaît même pas. Elle est juste polie. Mais Madame Dubois me connaissait. Elle observait, inquiète, depuis des mois, alors que je maigrissais et devenais de plus en plus effrayée. Elle avait fait de petits gestes de gentillesse que j'avais été trop honteuse pour accepter. Elle avait été la première personne depuis des années à me demander si j'allais bien et à attendre réellement une réponse honnête. « Je pars, Robert, » dis-je. « Ce soir. Et j'emporte le carnet de ton père avec moi. Tu ne peux pas partir. Tu n'as rien. Tu n'es rien sans moi. » Pendant tant d'années, j'avais cru que c'était vrai. Mais assise sur cette chaise d'hôpital, regardant Marcel dormir paisiblement après avoir failli être empoisonné par le cadeau de son propre fils pour moi, j'avais réalisé quelque chose d'important. N'être rien sans Robert valait mieux qu'être morte avec lui. J'ai fait un seul sac pendant qu'il me suivait dans l'appartement, alternant entre menaces et promesses. Il changerait, disait-il. Il chercherait de l'aide. L'incident de la tisane était un malentendu qui avait pris des proportions démesurées. Si seulement je me calmais et réfléchissais rationnellement, nous pourrions régler ça. Mais je réfléchissais rationnellement pour la première fois depuis des années. Assez rationnellement pour comprendre qu'un homme qui empoisonnerait la tisane de sa femme et lui laisserait un mot lui disant qu'elle en aurait besoin seule n'était pas quelqu'un qui allait changer parce qu'elle le demandait gentiment une fois de plus. Madame Dubois a ouvert sa porte avant même que j'aie fini de frapper. « Oh, ma chérie, » dit-elle, en voyant mon apparence, ma valise, le son de la voix de Robert qui venait encore de notre appartement voisin. « Entrez. Vous êtes en sécurité maintenant. » En sécurité. Quel concept étranger c'était devenu. Mais dans la cuisine chaleureuse de Madame Dubois, avec ses mains douces me préparant une tisane dont je savais qu'elle n'était que de la tisane, j'ai commencé à me souvenir de ce que c'était que la sécurité. Nous avons appelé la police cette nuit-là. Je leur ai donné le carnet de Marcel. Je leur ai parlé de l'incident de la tisane, du schéma de contrôle et d'isolement qui s'était installé depuis des années. Ils ont écouté sérieusement, pris des notes, m'ont assuré qu'ils mèneraient une enquête approfondie. Mais le vrai travail, je le savais, ce serait à moi de le faire. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat.
Pas n'importe quel avocat, mais un spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées et les violences conjugales. Madame Dubois avait trouvé son nom grâce au réseau de sa paroisse, et il avait accepté de me rencontrer cet après-midi-là. Son bureau était petit mais confortable, rempli de cette confiance chaleureuse et professionnelle qui vient d'aider les gens à reconstruire leur vie. Il a écouté mon histoire sans jugement, a posé des questions réfléchies et m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu avait un nom. Violence conjugale, abus économiques, manipulation affective. Et maintenant, tentative de meurtre. Éléonore, dit-il doucement. Vous comprenez que ce qui a failli vous arriver est un crime, n'est-ce pas? Pas seulement un mauvais mariage ou un malentendu, mais un véritable crime qui aurait pu vous tuer. Je le comprenais, intellectuellement. Mais émotionnellement, je rattrapais encore la réalité de ma situation. C'est une chose de savoir que votre mari ne vous aime pas. C'en est une autre de découvrir qu'il a activement planifié votre mort. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Maintenant, nous vous protégeons. Nous documentons tout. Nous nous assurons que vous ayez accès à vos propres ressources. Et nous nous préparons au fait que Robert n'acceptera pas cela tranquillement. Il avait raison sur ce point. Au cours des jours suivants, alors que la nouvelle de l'enquête se répandait, Robert a lancé une campagne pour me discréditer qui était à la fois prévisible et dévastatrice. Il a dit à quiconque voulait l'entendre que je faisais une sorte de dépression nerveuse, que j'étais délirante et paranoïaque, que j'étais émotionnellement instable depuis des années et qu'il m'avait protégée de moi-même. Il a produit des dossiers médicaux d'années passées où j'avais été traitée pour dépression et anxiété, omettant commodément le contexte que ces conditions s'étaient développées et aggravées en corrélation directe avec son traitement envers moi. Il a montré aux gens les médicaments que je prenais, les rendez-vous chez le thérapeute que j'avais eus, les fois où j'avais semblé confuse ou émotive en public. La diffamation était complète et efficace. Des amis que je pensais avoir, des voisins qui avaient me semblé sympathiques, même certains membres de la famille de Robert qui avaient été témoins de son comportement ont commencé à prendre leur distance avec moi. La femme qui avait semblé être une victime est devenue la femme qui inventait probablement des histoires. Mais Marcel a maintenu la version de son carnet. Même lorsque Robert a fait pression sur lui pour qu'il se rétracte, pour qu'il prétende que sa mémoire était défaillante, pour qu'il dise que je l'avais en quelque sorte manipulé, pour qu'il écrive de fausses accusations, Marcel a tenu bon. « J'ai écrit ce que j'ai vu et entendu », a-t-il dit à quiconque le lui demandait. Et ce que j'ai vu et entendu, c'est mon fils qui prévoyait de faire du mal à sa femme. L'enquête avançait lentement, comme c'est souvent le cas. Il y avait des tests à faire sur la tisane, des entretiens à mener, des preuves à rassembler. Pendant ce temps, j'apprenais à reconstruire une vie que j'avais failli perdre sans même me rendre compte qu'elle était en danger. Vivre avec Madame Dubois a été une révélation. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais dans une maison où mes besoins comptaient, où mes opinions étaient valorisées, où j'étais traitée comme un être humain, à part entière, plutôt que comme un fardeau à gérer ou un problème à résoudre. Elle m'a aidée à ouvrir mon propre compte en banque, à trouver un emploi à temps partiel dans une bibliothèque municipale, à renouer avec des intérêts et des passe-temps que j'avais abandonnés des années auparavant. J'ai recommencé à peindre, ce que je n'avais pas fait depuis l'université. Ma première peinture était celle de cette tasse de thé brisée, celle que j'avais laissée tomber sous le choc quand j'ai réalisé ce que Robert avait essayé de me faire. Mais au lieu de la dépeindre comme une destruction, je l'ai peinte comme une transformation. Les morceaux brisés n'étaient pas seulement des fragments de céramique, c'étaient des morceaux de mon ancienne vie, dispersés pour que quelque chose de nouveau puisse pousser dans les espaces vides. Madame Dubois a accroché cette peinture dans son salon, et chaque fois que je la regardais, je me rappelais que ce brisé n'était pas toujours la fin de quelque chose. Parfois, c'était le début. 3 mois après ce terrible matin dans notre appartement de Montreuil, les résultats des tests sont revenus. La tisane avait été mélangée à une combinaison de substances qui, bien que non immédiatement mortelles, auraient pu causer de graves complications médicales, surtout si elles étaient consommées régulièrement sur une longue période. La dose que Marcel avait reçue d'une seule gorgée avait été suffisante pour déclencher la réaction qui nous avait sauvé la vie à tous les deux. L'enquête a également révélé des irrégularités financières dont je n'étais pas au courant.
Robert avait souscrit plusieurs assurances-vie à mon nom au fil des ans, augmentant les montants de couverture tout en diminuant mon accès à nos comptes joints. Il s'était systématiquement préparé à ma mort pendant que je luttais pour comprendre pourquoi notre mariage semblait si froid. Quand la police a arrêté Robert, je n'étais pas là pour le voir. J'étais au travail à la bibliothèque, aidant une jeune mère à trouver des livres pour sa fille, faisant quelque chose d'utile, de normal et de plein de vie. Madame Dubois m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle et j'ai dû m'asseoir dans la section pour enfants, entourée d'images vives et de fins heureuses, pour absorber ce qu'elle me disait. « C'est fini, ma chérie, » dit-elle. « Ils ont assez de preuves. Il ne pourra plus te faire de mal. » Mais ce n'était pas fini, pas vraiment. Il y avait des procès à traverser, des dépositions à faire, des moments où je devrais affronter Robert au tribunal et répondre à des questions sur les détails les plus intimes de notre mariage. Il y avait des membres de la famille qui ont choisi de le soutenir, qui ont insisté sur le fait que je mentais, que j'exagérais ou que je cherchais l'attention. La partie la plus difficile n'était cependant pas le processus juridique. La partie la plus difficile était d'apprendre à me faire confiance à nouveau. Pendant tant d'années, Robert m'avait convaincu que mes perceptions étaient fausses, mes souvenirs défaillants, mes réactions émotionnelles excessives. Même avec toutes les preuves, même avec la corroboration de Marcel, même avec l'enquête policière confirmant mes pires craintes, je me surprenais encore à me demander si j'avais mal compris, si j'en faisais plus grand cas que ce n'était réellement. Mais alors je me souvenais du regard de Marcel quand il a goûté cette tisane. Je me souvenais de la manipulation minutieuse des preuves par l'ambulancier. Je me souvenais de l'expression sérieuse de mon avocat quand il a expliqué les conséquences potentielles de ce qui avait été prévu pour moi. Et je savais, avec une certitude absolue, que me faire confiance m'avait sauvé la vie. Le procès a fait sensation dans les médias, le genre d'histoire qui captive l'attention du public parce qu'elle semble si ordinaire en surface et si horrible en dessous. Épouse dévouée, presque empoisonnée par le cadeau de son mari, titrirent les journaux. Un homme de Montreuil accusé d'avoir tenté d'assassiner sa femme avec une tisane. Je détestais l'attention, détestais voir les détails les plus privés de mon mariage examinés en public, détestais être réduite à des titres de journaux et des extraits télévisés. Mais je comprenais aussi que mon histoire avait une valeur au-delà de ma propre expérience. Combien d'autres femmes vivaient dans des mariages qui semblaient froids et contrôlants mais normaux de l'extérieur? Combien d'autres personnes se faisaient dire qu'elles étaient trop sensibles, trop émotives, trop paranoïaques, alors qu'elles réagissaient en fait de manière appropriée à un danger réel? Les lettres que j'ai reçues pendant le procès ont confirmé ce que je soupçonnais. Des centaines de femmes, et quelques hommes, m'ont écrit pour me raconter leurs propres histoires de violences conjugales qui s'étaient intensifiées lentement, subtilement, de manière difficile à nommer ou à prouver. Ils me remerciaient d'avoir parlé publiquement de ce que j'avais vécu, de les avoir aidés à comprendre que leur propre situation pourrait être plus dangereuse qu'ils ne le réalisaient. Robert a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation: tentative de meurtre, maltraitance de personnes âgées, fraude et violence conjugale. Le juge l'a condamné à 25 ans de prison, notant que la préméditation impliquée dans l'affaire la rendait particulièrement grave. « Monsieur Martin, » a dit le juge, « vous avez systématiquement isolé, contrôlé et tenté d'assassiner une femme qui avait consacré sa vie à prendre soin de vous et de votre famille. La trahison de la confiance dans cette affaire est profonde et troublante. Je ne me suis pas sentie victorieuse lorsque le verdict a été lu. Je me suis sentie soulagée, certainement, et validée d'une manière importante pour ma guérison. Mais surtout, je me sentais fatiguée. Fatiguée par des années de vie dans une peur que je n'avais pas pleinement reconnue, fatiguée par des mois de procédures judiciaires, fatiguée de devoir constamment défendre ma version de la réalité contre des gens qui préféraient les mensonges plus confortables de Robert. Marcel, qui avait témoigné en ma faveur malgré la pression de son fils, est venu vivre avec Madame Dubois et moi après le procès. Sa résidence pour personnes âgées était devenue inconfortable pour lui une fois que la nouvelle s'est répandue sur ce qu'il avait fait pour aider à faire condamner son propre fils. Mais il n'a jamais exprimé de regret pour son choix. « La famille ne signifie pas que vous protégez les gens quand ils font le mal », m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur le porche de Madame Dubois, regardant le quartier s'animer avec les bruits des enfants qui jouaient et des voisins qui rentraient du travail.
La famille signifie que vous faites ce qui est juste, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Vivre avec Madame Dubois et Marcel a créé une structure familiale inattendue, basée sur le soin mutuel et le respect plutôt que sur l'obligation et la peur. Nous avions chacun nos routines et nos responsabilités, mais il y avait de la place pour les besoins de chacun, de l'espace pour l'humanité de chacun. C'était la première fois dans ma vie d'adulte que je vivais dans une maison où les conflits étaient gérés par la conversation plutôt que par la manipulation, où les désaccords ne se traduisaient pas par des jours de silence ou de punition émotionnelle. J'ai continué à travailler à la bibliothèque et avec le temps, j'ai été promue à un poste d'aide au programme d'alphabétisation pour adultes. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à aider les gens à apprendre à lire, à décoder des symboles qui avaient semblé mystérieux et à les transformer en compréhension. Cela semblait lié à mon propre processus d'apprentissage de la lecture des signes de ma propre vie, de décodage des messages qui avaient été cachés à la vue de tous pendant tant d'années. Ma peinture a également évolué. Après cette première tasse de thé brisée, j'ai commencé à créer une série que j'ai appelée « Point de rupture ». Chaque peinture dépeignait un moment de destruction qui était aussi un moment de libération. Un oiseau sortant de sa cage, une fleur poussant à travers le béton, une femme sortant d'une maison qui était aussi une prison. Madame Dubois m'a convaincue de montrer mon travail à une foire d'art locale. Et à ma grande surprise, plusieurs pièces se sont vendues. Les acheteurs étaient principalement des femmes, principalement plus âgées, et beaucoup d'entre elles se sont attardées pour me dire comment les peintures parlaient de leurs propres expériences de libération de situations qui les détruisaient lentement. « Vous rendez le traumatisme magnifique », m'a dit une femme après avoir acheté la peinture de la tasse de thé. Pas jolie, mais magnifique. Comme s'il y avait un sens dans la rupture. Ce commentaire m'était resté car il capturait quelque chose d'important sur ce que j'avais appris. Il y avait un sens dans la rupture, mais seulement si vous y surviviez. Seulement si vous étiez capable de prendre du recul et de voir les fissures non pas comme des dommages, mais comme des endroits où la lumière pouvait entrer. 1 an après la condamnation de Robert, j'ai reçu une visite inattendue. Sa sœur, Marguerite, qui avait témoigné pour la défense pendant le procès, est apparue à la porte de Madame Dubois un après-midi, l'air plus âgé et plus fragile que dans mon souvenir. « Je vous dois des excuses », dit-elle, lorsque je l'ai invitée à entrer pour une tisane. Une vraie tisane, sûre, le genre qui vient avec un soin sincère au lieu d'intentions cachées. Je ne voulais pas croire ce que vous disiez sur Robert. C'est mon petit frère, et je l'ai protégé toute ma vie. Mais j'ai réfléchi à des choses que vous avez dites pendant le procès, me souvenant de conversations différemment. Elle m'a raconté des incidents de leur enfance qu'elle avait écartés ou oubliés, des schémas de comportement qui avaient semblé mineurs à l'époque, mais qui semblaient maintenant plus sinistres avec le recul. Elle a parlé de la première femme de Robert, décédée dans ce qui a été classé comme une chute accidentelle dans les escaliers. À l'époque, Marguerite avait pensé que le remariage rapide de Robert avec moi était la preuve de sa difficulté à faire face au deuil. Maintenant, elle se demandait si ce n'était pas la preuve de quelque chose de tout à fait différent. « Je crois que j'ai protégé quelqu'un qui ne méritait pas d'être protégé, » dit-elle. « Et je crois que je n'ai pas réussi à protéger quelqu'un qui le méritait. » Les excuses étaient significatives, mais ce qui était plus significatif, c'était la reconnaissance que je ne m'étais pas trompée sur ma propre expérience, que la réalité que j'avais vécue avait été réelle, même quand des gens qui auraient dû mieux savoir choisissaient de ne pas la voir. Marguerite a apporté des nouvelles de la famille de Robert, dont la plupart avaient coupé les ponts avec lui après le procès. Ses enfants adultes de son premier mariage avaient changé de nom et déménagé à l'autre bout du pays. Son frère l'avait publiquement renié. Le réseau de personnes qui l'avaient soutenu et protégé pendant tant d'années avait finalement été contraint de faire face à la vérité sur qui il était. « Il écrit des lettres de prison », m'a dit Marguerite. « Il prétend toujours que vous avez en quelque sorte orchestré tout cela, que vous avez manipulé papa et trompé tout le monde. Il ne prendra jamais la responsabilité de ce qu'il a fait. » Je n'étais pas surprise. Les gens qui passent leur vie à manipuler les autres développent rarement la capacité d'une véritable introspection. Mais son déni continu n'avait plus le pouvoir de me faire douter de moi-même. La vérité avait été établie au tribunal, confirmée par des preuves, validée par un jury. Sa version de la réalité n'était plus pertinente pour ma vie.
2 ans après ce matin où j'ai trouvé la boîte de tisane dans notre cuisine, j'ai pris une décision qui aurait été impensable pendant mon mariage. J'ai fait un voyage en Irlande, quelque chose que j'avais rêvé de faire depuis ma jeunesse, mais que je n'avais jamais pu me permettre ou organiser. Robert avait toujours trouvé des raisons pour lesquelles de tels voyages étaient impraticables, trop chers, trop compliqués pour quelqu'un comme moi à gérer seul. Mais je n'étais plus quelqu'un comme moi. J'étais quelqu'un qui avait survécu à une tentative de meurtre, témoigné au tribunal, reconstruit sa vie à partir de zéro et appris à faire confiance à son propre jugement. J'étais quelqu'un qui pouvait absolument gérer un voyage en Irlande seul. Le voyage a été tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Je suis restée dans de petits gîtes, j'ai visité d'anciens châteaux, j'ai marché le long de falaises qui existaient depuis des milliers d'années, j'ai peint des paysages qui m'ont coupé le souffle. Mais le moment le plus mémorable est survenu dans un petit pub du comté de Cork, où j'étais assise seule avec une tasse de thé et mon carnet de croquis, dessinant les visages des clients locaux. Une femme irlandaise âgée à la table voisine a entamé la conversation, et quand elle a appris que j'étais récemment veuve, elle a partagé sa propre histoire d'évasion d'un mariage violent des décennies plus tôt. « Je pensais que j'étais piégée », m'a-t-elle dit avec son accent musical. Mais il s'est avéré que j'attendais juste le bon moment pour me sauver. « Comment avez-vous su que c'était le bon moment ?» demandai-je. « Quand survivre est devenu plus important que de préserver la paix ?» dit-elle simplement. Cette phrase est devenue ma devise, la vérité que j'ai emportée avec moi alors que je continuais à construire cette nouvelle vie. Survivre était devenu plus important que de préserver la paix. Ma vie était devenue plus précieuse pour moi que le confort de Robert. Ma réalité était devenue plus digne de confiance que sa version des faits. Je suis rentrée d'Irlande avec un sens plus profond de moi-même en tant que personne qui avait sa place dans le monde, qui avait le droit de prendre de la place, qui avait une valeur indépendante de son utilité pour les autres. Les peintures que j'ai créées à partir de ce voyage étaient différentes de ma série « Point de rupture ». Elles étaient plus légères, plus pleines d'espoir, remplies de ce genre de beauté qui vient de voir le monde à travers des yeux enfin libres. Marcel a eu son 91e anniversaire pendant mon absence, et Madame Dubois a organisé une petite fête pour lui avec des voisins de notre rue. À mon retour, il m'a montré les photos, et j'ai été frappée de voir à quel point il avait l'air heureux. Pour un homme qui avait passé des années à marcher sur des œufs autour de son fils, qui avait été financièrement dépendant de quelqu'un qui avait systématiquement maltraité sa belle-fille, il avait trouvé une sorte de paix dans ces dernières années qui avait semblé impossible lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. « Le regrettez-vous parfois ?» lui ai-je demandé un soir. « D'avoir témoigné contre Robert? D'avoir aidé à le mettre en prison ?» Marcel est resté silencieux un long moment, regardant le jardin que Madame Dubois avait planté dans son arrière-cour. « Je regrette d'avoir mis si longtemps à voir ce qui se passait, » dit-il finalement. « Je regrette d'avoir eu trop peur de perdre mon logement pour parler plus tôt. Mais je ne regrette pas d'avoir dit la vérité quand cela a finalement compté. Cette tisane était censée te tuer, Éléonore, et tu m'as sauvé la vie en me la donnant à la place. » C'était vrai, bien que je n'y avais pas pensé de cette façon auparavant. En suivant mon instinct de partager le cadeau de Robert au lieu de le garder pour moi, en choisissant la connexion plutôt que l'isolement même dans ce petit moment, j'avais sans le savoir créé les circonstances qui nous sauveraient tous les deux. Le 3e anniversaire de ma liberté, comme j'en étais venue à le penser, est arrivé par un matin d'octobre frais. Madame Dubois était dans sa cuisine en train de faire des crêpes, Marcel lisait le journal dans son fauteuil préféré, et je me préparais à partir pour mon travail à la bibliothèque. C'était un matin ordinaire de la meilleure façon possible, rempli de ce genre de bonheur domestique routinier que je n'avais jamais connu auparavant. Mon téléphone a sonné alors que je me préparais à partir. Le nom de l'avocat de Robert s'est affiché, et pendant un instant, mon ancienne anxiété a refait surface. Même après tout ce temps, même avec Robert en sécurité en prison, un contact de son équipe juridique pouvait encore déclencher la réaction de peur que j'avais portée pendant tant d'années. Mais j'ai répondu à l'appel avec des mains fermes et une voix claire. « Allô, c'est Éléonore? Madame Martin, c'est David Chen du cabinet d'avocats Chen et Associés. Je vous appelle pour vous informer que Robert Martin est décédé hier soir à l'établissement correctionnel où il purgeait sa peine. » La nouvelle m'a frappée de manière inattendue.
Du soulagement, certainement. La garantie absolue qu'il ne pourrait plus jamais me faire de mal était la bienvenue. Mais aussi une étrange sorte de tristesse. Non pas pour l'homme qui avait essayé de me tuer, mais pour l'homme que j'avais cru qu'il était. L'homme que j'avais épousé, qui avait peut-être existé une fois, mais qui avait été consumé par quelque chose de plus sombre au fil des ans. Que s'est-il passé? Demandai-je. Cause naturelle, selon le médecin légiste. Une crise cardiaque. Il était seul dans sa cellule lorsque c'est arrivé. Seul. Après une vie passée à avoir besoin de contrôler et de manipuler les autres, Robert était mort seul. Il y avait une sorte de justice poétique là-dedans, mais cela me rendait aussi reconnaissante pour les choix que j'avais faits. J'avais choisi la connexion plutôt que l'isolement, la vérité plutôt que les mensonges confortables, la survie plutôt que la préservation de la paix. Et j'étais entourée de gens qui se souciaient sincèrement de moi, qui appréciaient mon bien-être, qui ne me laisseraient jamais seule avec un danger déguisé en soins. Les funérailles étaient petites et gênantes. Quelques membres de la famille restants y ont assisté, principalement par obligation plutôt que par chagrin. J'y suis allée aussi, bien que Madame Dubois et Marcel se soient tous deux demandé si c'était une bonne idée pour ma santé émotionnelle. « J'ai besoin de voir la fin », leur ai-je dit. « J'ai besoin de savoir que ce chapitre de ma vie est complètement clos. » Debout au bord de la tombe, écoutant un pasteur qui n'avait jamais connu Robert prononcer des mots génériques sur la miséricorde et le pardon, j'ai ressenti une finalité à laquelle je ne m'attendais pas. Cet homme avait façonné une si grande partie de ma vie d'adulte, l'avait presque terminée entièrement, et maintenant il était simplement parti, réduit à une boîte en bois et une pierre tombale qui ne serait visitée par personne qui le pleurait vraiment. Mais j'étais toujours là, toujours en train de respirer, de grandir, de créer, d'apprendre. Toujours entouré de gens qui voyaient ma valeur, qui célébraient ma survie, qui comprenaient que l'amour ne devrait jamais exiger de mettre sa vie en danger. Après le service, Marguerite m'a approchée une dernière fois. « Je sais que c'est étrange, » dit-elle, « mais merci d'avoir survécu à lui. Merci d'avoir été plus forte que lui. Merci d'avoir fait en sorte que la vérité éclate. » Je l'ai serrée dans mes bras alors, cette femme qui avait protégé quelqu'un qui ne méritait pas d'être protégé et qui n'avait pas réussi à protéger quelqu'un qui le méritait, parce que je comprenais qu'elle avait été prise dans le même réseau de manipulation et de contrôle qui m'avait presque détruite. La différence était que j'avais trouvé une issue, et elle apprenait encore à vivre avec les conséquences d'avoir mis trop de temps à y voir clair. Ce soir-là, de retour dans la maison que j'avais construite avec Madame Dubois et Marcel, je me suis assise pour écrire dans le journal que je tenais depuis le procès. Un registre de mes pensées et de mes sentiments alors que je reconstruisais ma vie. Une façon de traiter l'ampleur de ce que j'avais survécu et de ce que j'avais appris. « Robert est mort », ai-je écrit, « et je suis plus vivante que je ne l'ai jamais été. » C'était vrai. En essayant de me tuer, il m'avait paradoxalement donné la vie. Une vraie vie. Une vie authentique. Une vie vécue selon mes propres termes avec des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais réellement, plutôt que pour ce que je pouvais leur fournir. J'avais réappris à peindre, à faire confiance à mes propres perceptions, à fixer des limites, à demander de l'aide, à croire que mes besoins comptaient. J'avais appris la différence entre l'amour et le contrôle, entre le soin et la manipulation, entre la famille et les gens qui partagent votre ADN, mais pas vos valeurs. Plus important encore, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour se sauver. À 72 ans, j'avais tout recommencé. J'avais construit de nouvelles relations, développé de nouvelles compétences, découvert des parties de moi-même que j'avais oubliées existaient. La femme qui avait été si usée par des années de maltraitance qu'elle pouvait à peine se souvenir de qui elle était devenue quelqu'un qui voyageait seule dans des pays étrangers, qui créait un art qui parlait aux expériences des autres, qui aidait d'autres personnes à apprendre à lire à la fois les mots et les signes de leur propre vie. Marcel est décédé paisiblement dans son sommeil 6 mois après la mort de Robert. Il avait 91 ans et avait passé ses dernières années entouré de gens qui appréciaient sa douce sagesse et son courage tranquille. Madame Dubois et moi avons organisé ses funérailles dans la petite église qu'elle fréquentait depuis des décennies. Et c'était tout ce que les funérailles de Robert n'avaient pas été. Pleines de gens qui le pleuraient sincèrement, qui partageaient des histoires de gentillesse et de connexion, qui célébraient une vie bien vécue malgré sa fin difficile.
Dans ces dernières semaines, Marcel avait travaillé sur son propre projet d'écriture, un mémoire sur son expérience de témoignage contre son fils. Les gens doivent comprendre, m'a-t-il dit, que la loyauté familiale ne signifie pas protéger les gens quand ils font le mal. Cela signifie les tenir pour responsables parce que vous les aimez assez pour vouloir qu'ils soient meilleurs. Le mémoire a été publié à titre posthume par une petite maison d'édition spécialisée dans les histoires de traumatismes familiaux et de rétablissement. Il est devenu une ressource pour d'autres membres de la famille aux prises avec des situations similaires, des personnes prises entre l'amour et la complaisance, entre la loyauté et la vérité. J'ai écrit la préface du livre de Marcel et j'y ai parlé du cadeau qu'il m'avait fait en acceptant de boire cette tisane empoisonnée, en acceptant d'appeler à l'aide, en acceptant de faire confiance à ses propres perceptions et aux miennes plutôt qu'à la version de la réalité de son fils. Marcel m'a appris que le véritable amour ressemble parfois à une trahison pour les personnes qui confondent le contrôle avec le soin, ai-je écrit. Il m'a montré que les gens qui nous aiment vraiment risqueront leur relation avec nous pour nous sauver la vie. 5 ans après ce matin d'octobre, où j'ai trouvé la boîte de tisane de Robert, j'ai fait l'objet d'un article de magazine sur les femmes qui avaient reconstruit leur vie après des violences conjugales. L'intervieweur m'a demandé quels conseils je donnerais à d'autres dans des situations similaires, et je me suis retrouvée à réfléchir attentivement avant de répondre. Faites-vous confiance, ai-je dit finalement. Faites confiance à vos perceptions. Faites confiance à votre malaise. Faites confiance à vos instincts quand quelque chose semble mal, même si vous ne pouvez pas mettre le doigt sur ce que c'est exactement. Et comprenez que partir n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est aussi simple que de refuser de boire une tisane seule quand chaque cellule de votre corps vous dit de ne pas le faire. L'article a généré des centaines de réponses de lecteurs qui ont reconnu leurs propres expériences dans mon histoire. Beaucoup d'entre eux étaient des femmes plus âgées, des femmes qui avaient passé des décennies dans des mariages qui devenaient progressivement plus contrôlants et dangereux, des femmes à qui on avait dit qu'elles étaient trop sensibles, trop émotives ou trop exigeantes alors qu'elles réagissaient en fait de manière appropriée à de réelles menaces. Mais ce qui m'a le plus surprise, ce sont les réponses d'enfants adultes qui ont reconnu les relations de leurs parents dans les schémas que j'ai décrits. Je me suis toujours demandé pourquoi ma mère semblait si anxieuse autour de mon père, a écrit une femme. Votre histoire m'a aidé à comprendre que ce que je voyais comme son côté dramatique pouvait être en fait sa peur. Ces réponses m'ont rappelé que les effets de la violence conjugale se répercutent bien au-delà de la victime principale. Les enfants qui grandissent en regardant un parent contrôler et manipuler l'autre apprennent que c'est à cela que ressemble l'amour. Ils transportent ces schémas dans leurs propres relations, où ils passent des années à les désapprendre. Ils luttent avec la confiance, les limites et la croyance fondamentale que leurs propres perceptions sont fiables. J'ai commencé à prendre la parole lors d'événements de sensibilisation à la violence domestique, partageant mon histoire avec des publics qui avaient besoin d'entendre qu'il est possible de s'échapper, de reconstruire, de s'épanouir même après des décennies d'abus. Parler était difficile au début. J'avais passé tant d'années à me faire dire de me taire, de ne pas faire de vagues, de protéger la réputation de la famille, même au détriment de ma propre sécurité. Mais j'ai trouvé ma voie, littéralement et métaphoriquement. J'ai appris à parler avec autorité de ma propre expérience, à croire que mon histoire avait de la valeur, à croire que la partager pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre de la même manière que le courage de Marcel avait sauvé la mienne. Madame Dubois, qui était devenue mon amie la plus proche et ma famille de cœur, a été diagnostiquée avec un cancer du sein à un stade précoce à l'âge de 78 ans. Le traitement a réussi, mais l'expérience nous a rappelé à toutes les deux à quel point la vie est précieuse et fragile, à quel point il est important de passer notre temps avec des gens qui se soucient sincèrement de notre bien-être. « Je suis si contente que tu aies frappé à ma porte ce soir-là », m'a-t-elle dit alors que nous étions assises dans la salle d'attente d'oncologie pendant l'un de ces traitements de chimiothérapie. « Pas seulement parce que tu avais besoin d'aide, mais parce que j'avais besoin de toi aussi. J'avais été si seule, et je ne m'en étais même pas rendu compte jusqu'à ce que tu emménages et que je me souvienne de ce que c'était que d'avoir une vraie famille. Une vraie famille. C'est ce que nous avions construit ensemble. Madame Dubois, Marcel et moi, et plus tard d'autres amis et voisins qui sont devenus une partie de notre réseau de soins choisis.
Une vraie famille basée sur le respect mutuel et l'affection sincère, plutôt que sur l'obligation et le contrôle. Quand Madame Dubois a terminé son traitement contre le cancer, nous avons décidé de faire un voyage ensemble pour célébrer. Nous avons choisi la Normandie en automne, conduisant à travers la campagne pour voir les couleurs changer. C'était mes premières vraies vacances depuis l'Irlande et le premier voyage de Madame Dubois depuis plus d'une décennie. Nous avons séjourné dans de petites auberges, mangé dans des restaurants locaux, visité des boutiques d'artisans et des marchés de producteurs. Nous avons parlé pendant des heures de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs pour l'avenir. Nous avons ri jusqu'à en pleurer et pleuré jusqu'à en rire. Nous avons pris des selfies terribles, acheté des souvenirs ridicules et agi comme des femmes de la moitié de notre âge. Lors de notre dernière nuit, assise sur le porche d'une chambre d'hôte dans le Perche, regardant le soleil se coucher sur un paysage peint dans des tons d'or et de pourpre, Madame Dubois m'a demandé si être mariée me manquait parfois. C'était une question compliquée. Certaines choses des premières années avec Robert me manquaient, quand je croyais encore qu'il m'aimait, quand je pensais que son attention signifiait du soin plutôt que du contrôle. L'idée d'avoir un partenaire de vie, quelqu'un avec qui vieillir, quelqu'un avec qui partager les expériences quotidiennes me manquait, mais marcher sur des œufs ne me manquait pas. Douter de mes propres perceptions ne me manquait pas. L'insécurité financière, la manipulation émotionnelle, l'érosion progressive de mon sens de soi ne me manquaient pas. Rester éveillé la nuit en me demandant si la personne qui dormait à côté de moi m'aimait vraiment, ou attendait juste le bon moment pour me détruire, ne me manquait pas. L'idée du mariage me manque, lui ai-je dit. Mais mon mariage ne me manque pas. Il y a une différence. Essaierais-tu à nouveau? A-t-elle demandé. Si tu rencontrais quelqu'un, je veux dire. Quelqu'un de différent. J'ai sérieusement réfléchi à la question. À 77 ans, étais-je trop vieille pour une romance? Étais-je trop abîmée parce que j'avais vécu pour faire confiance à quelqu'un de nouveau? Étais-je trop ancrée dans mes habitudes, trop à l'aise avec mon indépendance, trop protectrice de la paix que j'avais enfin trouvée? Peut-être, ai-je dit finalement, mais ce devrait être avec quelqu'un qui comprend que je ne cherche pas quelqu'un pour me compléter ou prendre soin de moi ou donner un sens à ma vie. Je cherche quelqu'un avec qui partager la vie, en tant qu'égaux. Quelqu'un qui rend ma vie déjà bonne encore meilleure, pas quelqu'un qui en devient le centre. La conversation m'est restée longtemps après notre retour à la maison. J'ai réalisé que l'un des cadeaux de survivre à ce que j'avais survécu était une clarté sur ce dont j'avais besoin et ce que je n'accepterais pas. Je ne confondrai plus jamais le contrôle avec le soin, la jalousie avec l'amour, ou la dépendance financière avec la sécurité. Je ne ferai plus jamais taire mes propres instincts pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Mais j'étais aussi ouverte à la connexion d'une manière que je n'avais pas été pendant les premières années de ma guérison. Je m'étais prouvé que je pouvais être seule, sans être solitaire, que je pouvais construire une vie pleine et significative sans partenaire romantique. Cette confiance rendait la possibilité d'un partenariat moins désespéré et plus optionnel. 6 mois plus tard, j'ai rencontré David à un cours de peinture que je suivais à l'Université du temps libre. Il était veuf, un enseignant à la retraite, qui avait commencé à peindre après la mort de sa femme, comme moyen de gérer son deuil. Il était doux, drôle et sincèrement intéressé par mon travail, mes pensées, mes expériences. Nous sommes d'abord devenus amis, des partenaires de peinture qui se retrouvaient pour un café après le cours et ont finalement commencé à faire des excursions d'une journée dans les musées d'art et les galeries locales. Il connaissait mon passé, pas tous les détails au début, mais les faits de base de ce que j'avais survécu. Sa réponse a été tout ce que j'avais espéré et rien de ce que j'avais attendu pendant mon mariage. « Je suis tellement désolée que cela te soit arrivé », a-t-il dit simplement. « Et je suis tellement content que tu t'en sois sorti. » Pas de questions sur si j'avais provoqué le comportement de Robert. Pas de suggestion que j'aurais dû partir plus tôt ou que j'aurais dû mieux savoir. Pas de tentative de minimiser ce que j'avais vécu ou de me précipiter au-delà du traumatisme pour me concentrer sur des choses plus heureuses. Juste la reconnaissance que quelque chose de terrible m'était arrivé et la gratitude que j'y avais survécu. Notre relation s'est développée lentement, prudemment, avec le genre d'attention au consentement et à la communication
qui vient du fait que nous avons tous les deux appris des leçons difficiles sur la confiance et le respect. Quand il m'a invité à dîner, il a clairement indiqué que c'était un rendez-vous et a demandé si c'était quelque chose que je voulais. Quand j'ai hésité, inquiète des implications, il m'a assuré que ma réponse ne changerait en rien notre amitié. Quand nous nous sommes finalement embrassés, 6 mois après ce premier dîner, j'ai pleuré. Pas de tristesse ou de peur, mais de la reconnaissance écrasante de ce que la tendresse ressentait quand elle n'était pas compliquée par le contrôle ou la manipulation. David m'a tenue pendant que je pleurais et n'a pas demandé d'explication ni essayé de réparer quoi que ce soit. Il est simplement resté présent avec mes émotions, quelles qu'elles soient. « Est-ce que ça te va ?» a-t-il demandé. Et j'ai réalisé que ces 4 mots, « Est-ce que ça te va ?» avaient manqué à ma vie pendant si longtemps que les entendre semblait être une langue étrangère que j'apprenais lentement à comprendre. Nous sommes ensemble depuis 3 ans maintenant, et nous parlons de mariage. Non pas parce que l'un de nous a besoin de sécurité juridique ou financière, mais parce que nous voulons prendre un engagement public envers la vie que nous construisons ensemble. Ce serait une petite cérémonie, probablement dans le jardin de Madame Dubois, avec juste quelques amis proches et le genre de vœux qui reconnaissent ce que nous avons tous les deux survécu et ce que nous choisissons de créer ensemble. « Je n'essaierai jamais de te changer », a dit David lorsque nous avons parlé de ce que nos vœux pourraient inclure. « Je n'essaierai jamais de te contrôler ou de t'isoler ou de te faire douter de tes propres perceptions. Je soutiendrai ton indépendance même quand ce sera gênant pour moi. Je célébrerai ta force même quand elle me mettra au défi d'être plus forte aussi. » Ces promesses signifient plus pour moi que les vœux de mariage traditionnels ne le pourraient jamais, car elles reconnaissent les vulnérabilités spécifiques qui découlent d'avoir survécu à la violence conjugale. Elles reconnaissent que pour quelqu'un comme moi, l'amour doit être différent de ce qu'il pourrait être pour quelqu'un qui n'a jamais vu sa réalité systématiquement sapée par quelqu'un qui prétendait l'aimer. J'écris ceci un dimanche matin dans la cuisine de Madame Dubois, qui est aussi ma cuisine depuis 8 ans maintenant. Elle est à la messe. David lit le journal dans le jardin, et j'ai du café et le genre de calme paisible que je pensais autrefois n'être qu'une fantaisie que les gens se racontaient pour se sentir mieux face à la déception ordinaire. Mais ce n'est pas une fantaisie. C'est ma vie réelle, celle que j'ai construite à partir des décombres de ce que Robert a essayé de détruire. Celle qui a commencé le matin où j'ai choisi de partager sa tisane empoisonnée au lieu de la boire seule, le matin où j'ai accidentellement sauvé ma propre vie en tendant la main au lieu de m'isoler. Je pense souvent à ce choix, à quel point tout aurait pu être différent si j'avais suivi ses instructions, si j'avais fait confiance à sa version de ce dont j'avais besoin, au lieu de suivre mon propre instinct de connexion. Je n'aurais jamais su ce qui m'arrivait. Je n'aurais jamais eu la chance de construire cette vie, de découvrir cette version de moi-même, de connaître un amour qui semble sûr au lieu de dangereux. L'histoire aurait pu se terminer ce matin-là avec ma mort déguisée en cause naturelle ou en accident. Avec Robert jouant le veuf éploré, tout en encaissant les polices d'assurance-vie qu'il avait secrètement souscrites à mon nom. Personne n'aurait remis en question le récit d'une femme âgée avec des antécédents de dépression et d'anxiété qui ne pouvait tout simplement pas gérer le stress du vieillissement et de la maladie. Mais cela ne s'est pas terminé comme ça. Cela s'est terminé par une transformation au lieu d'une fin, par une libération au lieu d'une perte, par un amour qui guérit au lieu d'un amour qui détruit. Si vous écoutez cette histoire et que quelque chose vous semble familier, si vous reconnaissez les schémas de contrôle, de manipulation et d'érosion progressive de l'estime de soi, je veux que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard pour vous sauver. Peu importe que vous ayez 20 ou 70 ans ou n'importe quel âge entre les deux. Peu importe si vous n'avez nulle part où aller, pas d'argent ou pas de système de soutien que vous puissiez voir. Faites confiance à vos instincts. Faites confiance à votre malaise. Faites confiance à la partie de vous qui sait que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas articuler exactement ce que c'est. Faites-vous assez confiance pour tendre la main, pour demander de l'aide, pour refuser de boire le poison que quelqu'un d'autre a préparé pour vous, littéralement ou métaphoriquement. Vous méritez un amour qui vous fait vous sentir plus en sécurité, pas plus effrayé. Vous méritez un partenariat qui améliore votre vie plutôt que de la consumer. Vous méritez d'être apprécié pour qui vous êtes, pas utilisé pour ce que vous pouvez fournir.
Et vous méritez de vivre assez longtemps pour découvrir qui vous devenez lorsque vous ne passez pas toute votre énergie à survivre à la version de l'amour de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ce que j'ai partagé aujourd'hui? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Votre histoire compte aussi, et la partager pourrait être la bouée de sauvetage dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son chemin. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Votre soutien aide ces histoires à atteindre les personnes qui ont le plus besoin de les entendre. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour choisir la survie plutôt que de préserver la paix. Il n'est jamais trop tard pour se sauver. Merci d'avoir écouté mon cœur. Merci d'avoir été témoin de ma vérité. Merci de m'aider à transformer ma survie en quelque chose qui pourrait aider les autres à survivre aussi.